d'affrontement, d'enfermement à la fois des prisonniers bien sûr, mais aussi des gardiens. La première fois où je suis rentrée, j'ai été saisie par une odeur indéfinissable, un mélange de vieilles serpillères, de soupe. Aujourd'hui, dans les maisons d'arrêt, c'est 2, voire 3 détenus dans 9 mètres carrés. Ils vivent un traitement inhumain dégradant. 7 détenus sur 10. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame Alliot-Marie, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés. Ce jour-là, les députés interrogeaient le gouvernement sur son projet de loi pénitentiaire. Leur question pourrait être résumée par celle-ci. Madame la ministre, comment comptez-vous sortir nos prisons de la faillite économique, sociale et humaine dans laquelle nous les avons conduites ? D'abord, l'incarcération a pour but de protéger la société, ne l'oublions jamais, de la protéger contre des personnes qui pourraient représenter un risque pour les citoyens. Le deuxième but, c'est d'apporter une sanction à des actes de délinquance qui ont pu causer du tort à autrui. Et le troisième but, qui est essentiel, c'est de permettre la réinsertion des personnes incarcérées. Car il y a un moment où elles devront retourner dans la société. Et si on veut éviter la récidive, il faut que la réinsertion soit réussie. C'est surprenant d'entendre réitérer des principes qui n'ont jamais fait preuve d'efficacité en termes de bénéfice social. Imposer l'enfermement comme une priorité dans la lutte contre la délinquance, alors même que cette politique, selon tous les experts, conduit à la surpopulation des prisons, qui elle-même absorbe les budgets de réinsertion. L'expérience du temps permet de le vérifier. Dans les années 70, des mutineries éclataient dans les prisons déjà surpeuplées. Les détenus réclamaient déjà des conditions de vie décentes et des possibilités de réinsertion. Le ministre de la Justice adressait alors un message, identique à celui que tous les ministres à venir distilleront dans l'opinion, comme une pommade anesthésiante. La France doit consentir à sa justice les moyens qui sont nécessaires pour améliorer la condition pénitentiaire. La surpopulation pénale atteint dans certains établissements, notamment les maisons d'arrêt, un taux de 200%, avec tout ce que cela signifie pour ceux qui s'y trouvent. Et je pense aussi là aux surveillants qui ont à assumer leurs tâches difficiles. La vie dans nos prisons est intenable pour les prisonniers et aussi pour les surveillants. Ne les oublions pas. Et qu'il faut par conséquent régler ce problème. D'abord, il est essentiel d'avoir des conditions d'accueil nécessaires pour les détenus, avec un nombre de places nécessaires. Et je rappelle que c'est depuis 2002 que le plus gros effort de construction a été fait. Ensuite, il faut améliorer qualitativement l'accueil, et notamment en veillant à ne pas couper le détenu de la société dans laquelle il aura à revenir. C'est l'objet des différents droits en parallèle des devoirs qui sont inscrits dans la loi. Il y a deux façons de penser la prison. L'une considère que l'enfermement est l'ultime recours, l'autre que la privation de liberté est un moyen de rééducation. Cette deuxième idée conduit inéluctablement à une surpopulation carcérale. Alors nous construisons de nouvelles prisons, mais sans jamais résoudre le problème. Les maisons d'arrêt, par exemple, atteignent des taux d'occupation qui dépassent souvent de 200% leur capacité d'accueil. Nos prisons sont en état actuel de surpopulation. Avec construction nouvelle, peut-être que ça diminuera. C'est pas peut-être, c'est mécanique. Alors ça, on abordera cette question après. Non mais c'est mécanique. S'il y a plus de place, c'est moins de surpopulation. Je veux dire, c'est l'enfance de l'art que de l'accepter. Ce n'est pas en construisant des places de prison qu'on règle le problème de la surpopulation pénale. Je ne sais plus en quelle année, M. Chalandon a fait créer 13 000 places de prison et on était convaincus que ça allait régler le problème de la surpopulation pénale. La démonstration est faite que ça ne les règle pas. Ça fait 30 ans qu'on nous explique qu'il faut durcir la répression pour
en finir avec la criminalité, qu'il faut construire des prisons pour résorber la surpopulation. Et on voit très bien que le niveau de criminalité n'a rien à voir avec le nombre de gens en prison, et que plus on construit de prisons, plus il y a de gens qui y sont. C'est-à-dire que la surpopulation, là, par exemple, actuellement, elle a atteint un stade qu'on n'a pas vu depuis plus de 62 000 détenus. La dernière fois, c'était quand il y avait, qu'on mettait tous les gens de l'OAS, l'époque post-guerre d'Algérie, où il y avait les deux terroristes des deux camps. Voilà. La dernière fois, c'était ça. Donc il y a quand même eu des périodes où ça baissait. Et il y a toujours eu de la surpopulation en maison d'arrêt. Donc c'est là où on a l'impression que ça change pas. Mais d'abord, elle s'est accrue. Et puis, on commence à avoir des tensions en établissement pour peine aussi. C'est-à-dire qu'on commence à mettre deux personnes par cellule dans certains établissements pour peine. Là, ça va plus du tout, hein, parce que des années comme ça, c'est pas possible. La solution résiderait dans l'ouverture de nouvelles maisons d'arrêt. Là où sont hébergés des prévenus placés en détention provisoire, près de 20 000, et des condamnés à de courtes peines, près de 50 000. Or, l'augmentation des condamnations liées à l'allongement des peines conduit très vite au surpeuplement des nouveaux établissements. Moi, j'ai fait l'ouverture de Mochoconin, un des derniers établissements qui a vu le jour. 400 places, au départ, on n'était pas à 400 places, les gens sont arrivés petit à petit. Et puis très rapidement, on s'est retrouvé à beaucoup plus de 400 places, avec des matelas par terre, des lits supplémentaires. Donc avec un travail qui augmente pour le nombre de personnel qui est toujours identique. Donc ils suivent le mieux qu'ils peuvent, ils font le plus attention possible aux dossiers qu'on appelle à risque, mais pour le moment, le suivi intensif d'un dossier à risque, c'est un rendez-vous par mois. Dans l'étude, je crois qu'il figure dans le rapport de la Cour des comptes de 2006, il y a un conseiller d'insertion qui dit finalement sur une année, j'ai concrètement 8 heures à consacrer à une personne qui m'est confiée. Moi, je pense vraiment que la surpopulation des maisons d'arrêt est vraiment l'épine dans le pied de toute personne qui travaille en détention, quelle qu'elle soit. Je pense que tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, on ne pourra pas réellement faire notre travail dans les conditions, dans de bonnes conditions. Une politique de lutte contre la surpopulation ne peut pas se baser uniquement sur la construction de nouvelles prisons. La construction de nouvelles prisons peut avoir un intérêt pour fermer les établissements les plus indignes. Mais elle peut pas être une politique de lutte contre la surpopulation. La lutte contre la surpopulation passe par une politique volontariste de déflation carcérale. La France va pourtant connaître une période de déflation carcérale. Elle se situe entre 1997 et 2000. Au mois de mai 1997, après des élections législatives anticipées, Jacques Chirac est contraint de cohabiter avec le gouvernement du nouveau Premier ministre, Lionel Jospin. Je me suis intéressée très vite à la situation des prisons parce que j'étais élue à Avignon et cette prison était immonde. Et c'est vrai que ça ressemblait à un cloaque moyenâgeux. Moi, je ne peux pas dire autre chose. J'ai ressenti une honte que ce genre de choses puisse encore exister. On n'avait pas voulu ouvrir les placards des cuisines parce qu'on avait peur que les rats sautent. Vous vous rendez compte? J'ai vu là une cellule dans laquelle il y avait 26 détenus, des détenus provisoires, et qui étaient rangés dans des lits comme ça, superposés, avec juste l'espace de la petite table de nuit en fer au milieu. En 2000, un livre révèle cette réalité. Un médecin de la prison de la Santé, Véronique Vasseur, parle de conditions de détention indignes d'une grande démocratie. Du coup, les langues se délient. Et la parole de ses collègues, longtemps muselée par le sacro-saint devoir de réserve, se libère peu à peu. C'est pas mal qu'il y ait des locaux un petit peu plus propres, qu'il y ait un petit peu moins de
petit peu moins de rats, que ce soit effectivement plus propre. Et puis aussi les rapports entre les détenus sont pas très très bons. Et je sais pas, il y a plein de choses à faire. C'est considérable ce qu'il y a à faire. Hein. C'était quand même le Moyen-Âge à l'intérieur de Paris, quoi. Et j'ai vu les choses évoluer au point de vue de la santé, mais j'ai pas vu évoluer le reste. C'est-à-dire que on a médicalisé, mais sans permettre aux détenus de se redresser. Donc j'ai vu qu'il y avait une demande très forte de calmants, d'anxiolytiques, de somnifères, très très forte. Et les psychiatres un peu débordés donnent facilement ces médicaments. Parce qu'il n'y a pas de possibilité, il y a tellement de demandes qu'il n'y a pas de possibilité de faire autre chose. Il faudrait que les gens travaillent, il faudrait qu'ils aient des occupations, il faudrait qu'ils pensent à autre chose. Et quand vous regardez le nombril toute la journée et que vous sortez 2 heures sur 24 heures, évidemment, vous angoissez. Pour l'hygiène, ça s'est fait tout de suite. Pour la déclaration des droits de l'homme et des citoyens dans les prisons aussi. Hein. Pour les instructions qui sont parties et alors les constructions ont été lancées. Pour la création des unités familiales, ça, il faut voir. Les parloirs sexuels, il faut voir la levée de bouclier à l'époque. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Hein. J'avais lancé de nouvelles prisons en disant très clairement à l'Assemblée et au Sénat, nous créons de nouvelles prisons, non pas pour bourrer encore davantage, mais pour donner de la place, c'est-à-dire faire que chaque détenu est une cellule individuelle. Donc ça implique une politique pénale et pénitentiaire bien spécifique, c'est-à-dire qu'on va faire diminuer la détention provisoire, qui est une détention de gens qui ne sont pas condamnés par définition, qui sont présumés innocents. Et d'ailleurs, on a obtenu là des résultats, puisque à l'époque, donc il y avait 50 000 places et il y avait 52 000 détenus. Nous avons réussi à faire baisser ça jusqu'à 48 900 détenus. Donc on avait déjà beaucoup plus d'aisance. Il y avait encore un petit peu de surpopulation dans certaines maisons d'arrêt, notamment Vétus, mais quand même. Et puis après, on a complètement renversé l'état d'esprit. Souvent, les faits divers influencent la politique pénale. En 2001, l'affaire Bonal déclenche la colère des policiers. Messieurs les directeurs, le policier se fait flinguer comme un lapin. Jean-Claude Bonal, alias le Chinois, a tué 2 de leurs collègues et assassiné 4 otages lors de 2 braquages. Il était en liberté provisoire bénéficiant de la présomption d'innocence. Cette affaire conduit la justice au cœur de la campagne présidentielle qui commence. Lionel Jospin doit rassurer une opinion choquée et répondre aux critiques de l'opposition. Pour protéger sa ministre, il prononce alors un discours où il accuse les juges d'avoir commis une faute lourde. Les magistrats de la chambre d'accusation, usant de leur pouvoir d'appréciation, ont pris cette décision contraire aux réquisitions du procureur général qui préconisait, lui, le maintien en détention. Force est de constater qu'a été commise une dramatique erreur d'appréciation. L'effet est immédiat. Le nombre de détentions provisoires remonte. Fin 2001, la France compte à nouveau 52 000 détenus. C'est l'escalade, car dans le même temps, un sentiment d'insécurité gagne les esprits. Jacques Chirac comprend vite qu'il y a là un terrain favorable pour reconquérir les électeurs. Quelles que soient les raisons que l'on connaît qui expliquent la montée très forte de la violence, de la délinquance, de l'agressivité, des incivilités, je voudrais dire que nous sommes arrivés à un point qui est absolument insupportable. Il faut en réalité que la sécurité, qui est la première des libertés, soit garantie à tous les Français, où qu'ils habitent 24 heures sur 24. C'est ce qu'on appelle la tolérance zéro.
le débat sur la sécurité se radicalise. La criminalité devient un enjeu électoral et l'insécurité un slogan. Si l'on traitait en temps réel les plaintes, s'il y avait comparution immédiate, si on se donnait les moyens et si on avait la volonté de le faire, s'il y avait exécution immédiate des peines, alors immédiatement tout se dégonflerait. J'ai décidé de faire de la lutte contre l'insécurité une priorité de l'action publique pour les 5 ans qui viennent, mais une priorité dans les actes et non pas dans les discours. En 2002, je rappelle ce qui s'est passé en termes politiques. C'est Le Pen au second tour. Hein. Donc une exaspération des Français par rapport à l'insécurité. L'augmentation du nombre de méfaits sur la voie publique, de crimes, de violences, etc. avait été considérable dans les années de 95 à 2000-2002. Et donc il y a eu effectivement une réaction par rapport à ce qu'était la réponse du gouvernement Jospin, qui était de dire mais c'est un sentiment, c'est pas une réalité. Et la réponse que lui a envoyée l'opinion publique, c'est Le Pen au deuxième tour. Et je pense que pour les responsables politiques que nous sommes en 2002 et qui arrivons aux responsabilités, nous sommes absolument, je dirais, mobilisés par ce qui vient de se passer en termes politiques, et nous avons en quelque sorte l'obligation politique au sens fort, de mettre un terme à cette situation et de faire en sorte que l'opinion publique ne continue pas à aller vers les extrêmes parce qu'elle n'a pas de réponse politique normale devant elle. Sur le plan pénitentiaire, moi j'ai eu une politique. D'abord, nous étions confrontés, nous sommes encore en partie confrontés au fait que la plupart de nos prisons ont plus d'un siècle d'existence. Donc je lance le programme de 15 000 places qui aujourd'hui est en train de venir en application. Deuxièmement, j'introduis un certain nombre de réformes qui me paraissent absolument indispensables, en particulier après avoir fait toutes les visites de prison que j'ai faites. C'est la séparation des mineurs et des adultes, mais la séparation complète. Et puis je lance un programme de prison pour mineurs, d'une part, et d'autre part, je lance le programme des centres éducatifs fermés, et puis je lance un programme qui est un programme de 2000 places, des établissements de courte peine. Depuis des siècles, le barreau de Paris, avec les autres barreaux de France, sont les gardiens les plus vigilants des libertés publiques. Plaider coupable, détention provisoire des mineurs, obligation pour les juges de justifier non plus l'emprisonnement d'un individu mais sa remise en liberté. Les lois Perben durcissent la politique pénale et provoquent l'indignation des magistrats et des avocats. Et il faut bien faire passer l'idée que la prison est un des éléments de la politique de lutte contre la délinquance et de réinsertion des délinquants pour éviter la récidive. Je crois que c'est dans cette mesure-là qu'on peut en faire une priorité nationale. En 20 ans, la France a construit 32 000 places de prison. En juin 2009 a lieu la première visite de la nouvelle prison de Rennes. Le directeur, Jérôme Arnois, a invité des journalistes, des magistrats, des responsables de l'éducation nationale. En 2012, 35 nouveaux établissements de ce type auront ouvert. C'est-à-dire que si l'on fait de la prison une priorité dans la lutte contre la récidive, il faut en effet ouvrir beaucoup de prisons. Car il y a de plus en plus de récidives. Or, ces investissements sont-ils utiles ? Car les sommes engagées sont considérables et les résultats jusque-là peu probants. L'intérieur du site, c'est 4 hectares, c'est quand même 2 ans de construction, pour un budget de 70 millions d'euros environ. Il y a un pourcentage, pas nombreux, quelques pourcents d'individus qui se moquent de la justice, qui se moquent de l'autorité du juge et qui récidivent. Eh bien, le gouvernement, par souci d'assurer plus de sécurité aux Français, par souci d'assurer une meilleure reconnaissance aussi de l'autorité judiciaire, décide d'appliquer une politique pénale ferme. Oui, un récidiviste, un multirécidiviste d'infractions les plus graves, notamment les violences, doit être condamné plus sévèrement. C'est le sens de la loi sur les peines planchers, qui prévoit qu'un récidiviste est puni plus sévèrement qu'un primo-délinquant. C'est l'idée de dire que, puisque la personne n'a pas compris la première fois, la deuxième fois, on va lui remettre une couche, quoi. C'est quand même une vision super caricaturale des choses, quoi. Moi, je suis pas sûre que quelqu'un qui, effectivement, est dans un processus délinquant répétitif
Le fait de, au lieu de lui mettre tant, de lui mettre plus, elle va comprendre, elle va dire ah oui effectivement j'ai bien compris et c'est ce bras de fer. Une fois de plus, le monde politique fait pression sur le monde judiciaire. Comme si les lois pouvaient résoudre tous les problèmes de société. Pour les récidivistes, la loi pénale, elle est répressive, certes, mais elle est surtout dissuasive. Donc c'est un signe clair, aussi bien pour les magistrats dans le cadre de l'application de la politique pénale, mais aussi pour les récidivistes. Vous avez quelqu'un qui était héroïnomane. Il a pris une première condamnation parce qu'il était héroïnomane, il trafiquait de l'héroïne, etc. Il se fait soigner, il s'en sort. On ne passe pas de l'héroïne à rien, comme ça, du jour au lendemain. Tous les gens qui connaissent la problématique toxicomaniaque le savent. 1 an, 2 ans, 3 ans après des soins, il a encore un peu d'usage de cannabis. Et il se fait toper avec du cannabis. Une quantité même assez faible, admettons 50 grammes, 10 grammes. Juridiquement, il est en état de récidive. Si le procureur de la République, qui reçoit des instructions du ministère, relève la récidive, c'est-à-dire qu'il poursuit en récidive, le risque encouru, c'est 4 ans. Ce qui veut dire qu'on va faire comprendre à cette personne que parce qu'elle s'est fait soigner, mais qu'elle n'est pas complètement soignée, et parce qu'effectivement elle s'est fait contrôler avec encore du cannabis, mais qui est pourtant sur un progrès pour elle, elle va prendre 4 ans de prison. Les peines planchées en particulier, elles n'ont pas eu tellement d'effet sur les crimes, ceux pour lesquels on les a vendus. Vous savez, les grands méchants du 20h, ceux-là, les peines qui étaient prononcées n'étaient pas très différentes de celles qui étaient demandées en cas de récidive par la loi. Mais pour les délits, ça fait une différence. Et le problème, c'est que voilà, les gens vont rester plus longtemps. C'est pas tellement qu'il y en a forcément beaucoup plus qui rentrent en prison, c'est qu'ils vont rester plus longtemps qu'avant. Donc ils occupent les places plus longtemps. Voilà. Lisez ce rapport qui a été fait par une commission parlementaire sur la récidive. Et c'est écrit en toutes lettres. Il n'y a aucune étude pour le moment, il n'y a rien et nulle part où il est écrit dans le monde entier que la quantité de peines prononcées, et en particulier la quantité de prison prononcée, évite en quoi que ce soit ou la délinquance ou la récidive. Moi, j'entends des gens qui ont tellement le sentiment que cette décision n'est pas adaptée à ce qu'ils ont fait, qui vous disent « mais j'ai la haine ». Alors, je ne suis pas très sûr qu'on favorise son insertion dans la société. Dans des périodes sécuritaires où on fait croire aux gens qu'en créant des lois, on arrivera à tout réprimer et qu'à partir du moment où on aura tout réprimé, il n'y aura plus de délinquance. On multiplie les délits, on multiplie ce qui pourrait donner lieu à condamnation et à des condamnations toujours de peine de prison. Nous avons aujourd'hui à peu près 15 000, voire 16 000 personnes condamnées à des peines de moins de 1 an et qui sont incarcérées. Nous en avons 7 000 condamnés à des peines de moins de 6 mois. Je pense qu'il y a une intolérance aussi du public qui est donc transcrite au niveau des politiques des parquets et des juridictions par rapport à un certain nombre de petits délits. Je pense par exemple les feux de poubelle, l'idée de mettre quelqu'un en détention pour un feu de poubelle, il y a 10 ans, c'était ridicule, mais parfaitement ridicule, presque risible. Bon voilà, maintenant on n'hésite pas à mettre quelqu'un en détention pour un feu de poubelle. On est lié finalement à la politique pénale. Nous on est le dernier maillon, c'est-à-dire qu'il y a la police, il y a le magistrat au milieu, et puis nous on est vraiment les derniers, c'est-à-dire nous, on ne peut refuser personne. Une prison, elle est ouverte 365 jours par an, 24 heures sur 24, même si on est plein, même si on a 200 détenus, 300 détenus en trop, si demain il nous en arrive 10, on est obligé de les prendre. La maison d'arrêt, elle est coincée. Elle est obligée de recevoir tous ceux qu'on lui demande de recevoir, et elle ne peut pas dégager sur les autres établissements tant que les autres établissements eux-mêmes ne sont pas dégagés. Donc quand vous avez 6 places qui se libèrent dans un centre de détention, vous pouvez prendre 6 places dans une maison d'arrêt, mais vous n'avez pas fini d'en mettre 6. On observe tout ça dans toutes les maisons d'arrêt. On vous dit « Ah, on est content, on a eu un transfert, il y en a 8 qui sont partis. » À la fin de la semaine, il y en a 8 qui sont rentrés. Voilà. L'ouverture de nouveaux établissements, s'il permet de fermer les plus vétustes, n'a pas d'incidence sur la surpopulation. C'est un fait incontestable, attesté par de nombreux rapports. Dès 2001, une commission d'enquête de l'Assemblée nationale affirmait même que les crédits que l'on consacre à la construction entament ceux que l'on octroie à la lutte contre la récidive, et qu'il vaudrait mieux construire de petites prisons, car le gigantisme interdit tout programme de réinsertion individualisé et donc efficace. Or, il semble bien que l'on fasse exactement l'inverse.
1024 parloirs exactement seront proposés par semaine. C'est-à-dire qu'à chaque tour de parloir, vous avez 32 cabines qui sont ouvertes à la réservation. Toutes les courtes peines n'ont pas de sens, à mon sens. Enfin, quasiment toutes les courtes peines n'ont pas de sens. Les atteintes aux biens n'ont rien à faire en prison. Les toxicomanes, la plupart n'ont rien à y faire. Les accidents de la circulation, la plupart, je ne vais pas dire tous, hein, la plupart n'ont rien à y faire non plus. Aujourd'hui, 80% des condamnés sont des gens condamnés à moins d'1 an. Moins d'1 an. On sait que c'est là que les taux de récidive sont les plus forts. C'est ça qu'on avait compris, semble-t-il, il y a 10 ans, au moment des commissions d'enquête. Que pour les courtes peines, la prison était de l'usine à récidive et que ça ne servait à rien parce qu'on n'a même pas le temps, avec la meilleure volonté du monde dedans, d'instaurer ou de commencer n'importe quoi de conséquent et de le finir. Ils sont déjà sortis. Si vous voulez, c'est très simple à comprendre. Une courte peine, vous avez le temps de tout détruire. Votre travail, votre formation pour un jeune, votre petit embryon de socialisation, tout ça disparaît. Le logement, le bailleur vous attend pas, enfin, tout est lâché. Mais vous n'avez pas le temps de construire. Vous n'avez rien le temps de reconstruire, donc évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Le taux de récidive, en moyenne 65%, démontre à l'évidence que ça ne fonctionne pas. Je ne connais pas d'autres entreprises qui, dans l'univers capitaliste qui est le nôtre, produisant 65% d'échecs, continuerait sa vie tranquillement, sans être mis en cause, sans avoir fait de toute façon mécaniquement banqueroute ou faillite. La parole est à Madame Elisabeth Guigou. Madame, votre texte rappelle le sens de la peine. Mais où sont les moyens pour que le détenu prenne conscience de son acte, le regrette, accepte de payer sa dette à la société et la volonté, à la sortie, de ne pas recommencer? Pour obtenir cela des détenus, il faut un suivi médical, social et judiciaire dès le début de la peine jusqu'à la sortie et pour certains détenus après la sortie. Merci. Ce texte que vous défendez aujourd'hui, vous mettez essentiellement dans l'argument la construction des prisons. Mais vous répondez à cela à un flux que vous estimez augmenter d'année en année jusqu'en 2012. Pourquoi? Est-ce qu'on n'est pas capable de faire mieux? Est-ce qu'il n'est pas temps de dire que la régulation de la surpopulation, ce n'est pas de traiter les sorties, mais c'est de traiter les entrées? En 2012, si tous les établissements ouvrent avec le personnel qu'il faut, etc., il y aura encore surpopulation des prisons. Même sur ce qui est programmé, ça colle pas. Bien, comment fait-on? Comment fait-on pour ne pas se retrouver dans la situation d'incarcérer des gens dans de telles conditions que leur présence en détention perd son sens et perd son efficacité en termes de lutte contre la récidive, parce que c'est quand même ça l'objectif. Il suffit pas de dire à quelqu'un, monsieur, vous avez commis un acte qui est interdit, donc vous allez faire 3, 4 mois, 6 mois, 10 mois de prison. Ça suffit pas. Le prononcé de la peine ne suffit pas pour donner du sens à cette peine. C'est comme mettre des élèves dans une classe en oubliant de mettre le prof. Alors effectivement, vous pouvez en mettre, vous pouvez tout ce que vous voulez. Alors ils y vont tous les jours, il n'y a pas de prof. Alors on ne sait pas ce qu'ils font, ils vont finir par se taper dessus, etc., comme en prison. On y va, on continue. Moi je propose dans ces cas-là de dire, attendez, si vous n'avez pas la possibilité de mettre des profs dans toutes les classes, il faut faire quelque chose, mais il ne faut pas continuer comme ça. Il faut pas créer des classes sans profs. On ne peut pas continuer comme cela. Surpopulation carcérale, vétusté des établissements, agression en nombre important, plus de 500 sur une année, suicide des détenus qui pèsent, parce que on voit bien tout ce que les médias peuvent dire et puis tout ce qu'on peut sous-entendre à chaque fois qu'il y a un suicide de détenu, et puis surtout un suicide de personnel de l'administration pénitentiaire. À l'heure où je vous parle, nous sommes à 11 suicides de personnel pénitentiaire depuis le 1er janvier 2009. Surpopulation, violence, suicide, l'exaspération des surveillants était prévisible. En mai 2009, ils bloquaient les portes des maisons d'arrêt. Serrez-vous entre
surveillant, tirez-vous! Le 20 mai, après 3 jours de blocus, c'est l'explosion. À Fleury-Mérogis, on assiste même à une bataille rangée entre fonctionnaires. D'un côté, les surveillants, de l'autre, les CRS. La situation qui aujourd'hui est de l'ordre de l'implosion interne explosera de façon extérieure. Aujourd'hui, le détenu et le surveillant, quelque part, sont vraiment, l'image est la bonne, celle du roseau, qui plie, qui ploie sans jamais péter, à un moment donné. Et je pense que le mouvement de surveillants était précurseur en la matière, le récent mouvement de surveillants, quand les uns et les autres dedans auront compris que leurs intérêts sont convergents et que tout ce qui favorise le respect de la dignité de la personne détenue revalorise de fait le travail, la fonction, l'approche des autres, bref, que tout ce qui est donné aux uns n'est pas arraché aux autres, quand ces deux populations feront front commun, je pense qu'on aura une situation qui imposera. Il faut que les travailleurs sociaux soient en nombre suffisant. Il faut que les surveillants soient en nombre suffisant. Il faut qu'on ait moins de détenus à l'étage pour que le surveillant retrouve ce qu'il se faisait il y a maintenant plus de 20 ans en arrière, c'est-à-dire qu'on prenne du temps avec le détenu, sur les papiers à remplir, sur les questions qu'il peut se poser, sur les relations qu'il doit avoir avec la santé et le côté social. Mais à condition qu'on ne se mette pas à vouloir 60 000 places, 70 000 places, etc. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on crée des places, on crée de la détention, et qui ne respecte pas le principe du sens de la peine, c'est-à-dire la responsabilité, le principe donc d'une vie responsable et exemple de délit de crime. On ne peut pas préparer, on ne peut pas respecter cet objectif si vous faites passer des jours et des nuits entières à des personnes dans un espace fermé. Est-ce que les laisser encore dans ces cellules à ne rien faire, parce qu'ils ne font rien, est-ce que c'est rentable ? Moi, je compte sur vous tous pour qu'on fasse en sorte qu'on diminue un peu aussi. Peut-être si on diminue la récidive, on n'aura pas de surpopulation comme ça. Hein, tout le monde, on sera tous satisfaits quand même. Si des fois, au lieu de prononcer des peines d'1 mois et demi, on prononce un PSE, ça peut être intéressant aussi. Ça peut-être aussi plus de sens. C'est le placement sous surveillance électronique, ce qu'on appelle couramment le bracelet électronique. Voilà, il y a des pistes comme ça qu'il faut creuser, qui commencent à se creuser, donc c'est bien. En 2002, cette technologie importée des États-Unis aurait pu permettre de soulager à la fois les prisons françaises et les finances publiques. Un détenu incarcéré coûte 70 € par jour aux contribuables. Un condamné au bracelet, seulement 30. Mais la France hésite. Elle fabrique des bracelets et en même temps, elle construit toujours plus de places de prison. Lorsque on a développé le nombre de bracelets électroniques, lorsqu'on a mis à la disposition des juges plusieurs milliers de bracelets électroniques, c'est bien pour leur permettre de développer ces sorties sous contrôle et de permettre de faire en sorte qu'un détenu n'exécute plus la totalité de sa peine entre 4 murs, mais puisse purger une partie ou la fin de sa peine avec un bracelet électronique à son domicile, qui va lui permettre de renouer une vie familiale, une vie sociale, de reprendre un travail dans la journée et de rentrer le soir à son domicile sous contrôle de la justice. Quand vous êtes dans un parking et que vous attendez votre proie, une jolie femme qui, vous savez, qui va passer, bon, et vous êtes derrière une voiture, vous vous précipitez sur cette jolie femme parce que vous voulez compter la violer, vous le violeur. À ce moment-là, vous êtes dérangé, vous faites quoi? Vous repartez dans l'autre sens. Autrement dit, un violeur, s'il sait qu'il est pris, il arrête de violer. Bon, donc il faut trouver les moyens, et la technique nous y aide avec le bracelet électronique mobile qui permet, via le GPS, de savoir en permanence où se trouve cette personne qui est en libération conditionnelle, de savoir où il est. Et c'est ça qui peut empêcher la récidive. Ce petit appareil électronique aurait donc bien des vertus. Capable de réussir là où la société, sa justice et ses prisons ont échoué depuis tant d'années. Pour en bénéficier, il faut pouvoir justifier d'un logement et d'un travail, ce qui est loin d'être le cas de la grande majorité des condamnés.
Les experts les plus optimistes pensent qu'en 2012, on aura entre 100 000 et plus de 100 000 personnes condamnées sous écrou. Pas forcément hébergées, puisqu'on n'aura toujours que 80 000 places, mais on aura, Madame Dati avait comme perspective 15 000 bracelets en 2012. On sait qu'en Angleterre, il y en a 53 000. Ça veut dire, moi je dis en plaisantant qu'un jour, la moitié de la France surveillera l'autre moitié. Et qu'on aura tous dans nos familles quelqu'un qui aura un bracelet au pied. Parce qu'au fur et à mesure que les modes de répression se simplifient, eh ben, on multiplie les faits on multiplie les causes de répression. Il faut du soutien, il faut de la tutelle, c'est ce que font les travailleurs sociaux quand ils ont le temps. Hein. Il faut un logement, il faut un travail, une formation, il faut un projet. Et ben, le projet, pour que ça marche, il faut que le détenu l'ait préparé, hein, que ça vienne de lui, qu'il adhère, qu'on l'aide, mais que ça vienne de lui. Quand on relâche les gens en disant bracelet électronique chez vous et puis on s'en fiche, de toute façon on n'a pas les travailleurs sociaux pour vérifier ce que vous faites, on a des échecs. Et ça on le sait parce que c'est des erreurs que font les Anglais, ça, hein. Ils lâchent beaucoup de gens en fin de peine parce que leurs prisons sont surpeuplées aussi, ils récidivent les gens. Est-ce qu'on n'est pas quelque part dans l'accroissement du contrôle plutôt que dans le fait de limiter l'emprisonnement ferme? Ça c'est une question. Et puis ensuite, actuellement, c'est la mode. C'est le gadget. On ne sait pas comment faire. On a la solution technologique pour le faire. Et moi, je pense que ça, c'est un leurre terrible. Est-ce que c'est sur ce registre-là qu'il faut continuer à imaginer le registre des sanctions, c'est-à-dire faire payer, racheter avec la souffrance de l'un celle qui a été celle de l'autre, ou est-ce qu'il faut inverser la philosophie et dire quelqu'un a commis une infraction, bien on le condamne non pas à en chier, à souffrir, mais à réparer, à faire quelque chose de positif pour la société. Total retournement de philosophie. Pour l'instant, on est dans une logique de tribunaux qui prononcent des peines rétributives. Alors on a 690 places, 573 cellules. En gros, on a, on va dire, 450 cellules individuelles et 110 cellules doubles. Donc 30 détenus par unité et un surveillant dans chaque unité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et la capacité globale vous paraît suffisante par rapport à... J'espère qu'elle le sera. C'est nos concitoyens qui en décident. C'est pas l'administration pénitentiaire qui décide de sa surpopulation. Parce que je connais pas un seul pénitentiaire qui va signer demain pour avoir une prison surpeuplée. Je connais pas un seul. Mais si on fait comprendre à nos concitoyens qu'une peine d'1 mois et demi n'a aucun sens et qu'il y a d'autres sanctions qui existent, parce que moi je crois qu'il faut sanctionner quand on ne respecte pas la loi, peut-être qu'on s'en sortira de ça aussi. On construise pour fermer des prisons qui aujourd'hui doivent être fermées. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Enfin, il faut que le nombre de places soit limité, qu'on soit absolument sur d'autres peines, quoi, enfin. Sinon, c'est un puissant fou. Pour répondre à l'exigence de sanctions, rééducation, essayons d'imaginer, encore plus qu'aujourd'hui, d'autres réponses que la prison. C'est ça la question. Et moi, je crois beaucoup à ces peines alternatives qui nécessitent une mobilisation de moyens, c'est vrai. Les peines de travail d'intérêt général, par exemple, sont, je crois, pour les petits délits, une très bonne réponse, parce qu'elles portent en elles-mêmes un élément de rééducation. Une sanction de réparation, par exemple, pour quelqu'un à qui on dit, si voilà, dans 3 mois, il faut avoir trouvé un boulot, quand vous allez avoir trouvé ce boulot, vous allez verser tant par mois à la victime. C'est terriblement mobilisateur. Alors, si on peut bien sûr développer, recruter des juges d'application des peines, si on peut recruter des conseillers d'insertion et de probation, si on peut renforcer le milieu ouvert, c'est très bien. Et c'est ça qu'il va falloir faire. Et c'est ça qu'il va falloir faire avec l'argent qu'on économisera en n'imaginant pas, après 2012, de construire encore 10 000 places de prison. On peut toujours en construire 5 000, 10 000, 15 000 places de plus. Je pense qu'on aura toujours le même problème tant qu'on n'aura pas changé de politique pénale. C'est la politique pénale qu'il faut, la politique de prévention de la délinquance, la politique économique qui réglera le problème de la délinquance. Ce n'est pas les places de prison.
Quand on parle d'aménagement de peine, ou quand on parle du bracelet électronique, ou quand on parle du travail d'intérêt général, de la semi-liberté ou bien d'autres, à chaque fois, on parle d'alternatives. Non, ce sont des sanctions à part entière, et c'est cela qu'il faudrait prendre à bras-le-corps, revoir tout ce qui permettrait aux juges, à qui nous devons faire confiance, tout ce qui permettrait aux juges de ne pas emprisonner autant. Cela ne veut pas dire que nous demandons que tous ceux qui ont une dette à payer vis-à-vis de la société soient libres et ne rencontrent jamais la prison, mais que l'on mette en place une politique pénitentiaire qui permette précisément d'éviter cet enfermement et qui prépare à la réinsertion, tant il est vrai qu'un État de droit n'est jamais aussi fort que lorsqu'il dit « Moi, la société, je vous condamne, mais je respecte vos droits », ce qui vous permettra de respecter la société en sortant de prison. Vous posez le principe de tout faire pour éviter la prison. Nous sommes là au cœur du problème. Madame le garde des Sceaux et le rapporteur vous ont rappelé, il y a la nécessité d'une sanction. Eh bien, d'emblée de jeu, vous attaquez en disant « il faut éviter la prison ». On dit non. Et cette majorité vous dit clairement non. Sur ces questions-là, soit on n'a pas réussi à inventer autre chose, on n'a pas réussi encore à ne pas avoir peur d'un autre possible, et qu'on reste figé sur ces positions-là en attendant que quelqu'un, politique, probablement, ait le courage d'assumer soit que l'opinion que la prison, ça ne marche pas, et que, y compris pour des raisons sécuritaires et économiques, il faut passer à autre chose. Soit, à l'image de l'abolition de la peine de mort, qu'un politique ait le courage d'affronter l'opinion publique en prenant une décision en la matière. C'est concevable, et c'est y compris concevable à brève ou moyenne échéance, alors même qu'il n'y a jamais eu autant de détenus, qu'il n'y a jamais eu autant de construction de prisons, qu'il n'y a jamais eu autant de surpopulation, et donc que les objectifs de la peine n'ont jamais été aussi peu remplis. Et puis, si vous voulez, on n'est pas un pays dans lequel on considère que la prison est une de nos priorités. L'hôpital psychiatrique n'est pas une de nos priorités. Donc, tant que le traitement des gens en difficulté dans la société ne sera pas une réelle préoccupation pour la société, je pense que la crise durera encore très longtemps. À partir de 2012, nous allons effectivement nous trouver dans une situation. Fixez-vous un nouveau délai. Vous dites qu'en 2012, il n'y aura plus de surpopulation. Je vous inviterai à voter les crédits. Violence et absence de prise en charge empêchent. J'entends bien que vous voulez faire mieux, mais je crois qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. La révolution carcérale n'aura pas lieu. La loi pénitentiaire que la France attend depuis 10 ans s'est très peu inspirée des rapports parlementaires, ni même des états généraux de la prison, qui avaient pourtant en leur temps fait l'unanimité. C'est vraiment beaucoup de bavardage, on va dire, pour pas grand-chose quand même, cette loi pénitentiaire. Moi, je préférais qu'on reprenne complètement le chantier à zéro et qu'on reparte sur un vrai travail de réflexion approfondie, avec une cohérence en plus. On ne peut pas réfléchir politique pénitentiaire d'un côté, politique pénale de l'autre. On ne peut pas avoir une politique pénale régressive et prétendre former la prison des droits de l'homme du XXIe siècle de l'autre. Les deux choses doivent être pensées conjointement. Une loi faite par et pour l'administration pénitentiaire, c'est un détournement d'objet social. On n'a pas demandé à Louis XVI de nous rédiger la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc on se retrouve dans une situation où on a une loi qui est un détournement d'objet social. Ce qui devait être, une bonne fois pour toutes, une révolution culturelle et juridique instaurant le respect de l'état de droit et le respect des droits de l'homme comme pierre angulaire de la prison de demain, est devenu en fait un texte qui vient consacrer la prison d'aujourd'hui, qui fait l'objet pourtant de 1000 critiques depuis tant de temps, voire même en restaurant des vieilles lunes de la prison d'hier. En réalité, peu nombreux sont ceux qui souhaitent un ralentissement des programmes immobiliers, car ils participent à la relance économique et offrent du travail. En juin dernier, le président a même demandé 5000 places supplémentaires. Nouveauté, ces chantiers ne sont plus financés par l'argent public, mais par des groupes privés. Ces nouveaux contrats qu'on appelle des partenariats publics-privés font de ces entreprises, et pour 27 ans, les seuls propriétaires des futurs établissements pénitentiaires. L'État va louer cette prison avec les services que propose l'entreprise pour un coût annuel d'environ 16 millions d'euros, hors frais de gestion des détenus. Peu à peu, le détenu devient une valeur marchande, source de profit pour les entreprises. Pourquoi ce désengagement de l'État ? Il faut 3 ans à l'État
pour sortir une prison de terre. Il en faut moins de 2 à un partenaire privé. Donc, effectivement, nous avons trouvé le meilleur moyen de construire des nouvelles prisons. Là encore, chacun est recentré sur son cœur de métier. C'est quoi un partenariat public-privé? L'État fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire assurer sa mission de surveillance des détenus et sa mission de réinsertion des détenus. Et puis les partenaires privés, eux, ils font ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire être promoteurs, constructeurs immobiliers. Eh bien, il y a des grands groupes qui sont plus aptes que l'État pour le faire. Tout ce qui est restauration, tout ce qui est blanchisserie au sein de la prison, tout ce qui est entretien de la prison, eh bien oui, les partenaires privés sont plus aptes que l'État pour accomplir ces missions. Pourquoi ça va plus vite? La logique économique, c'est que celui qui construit va louer après à l'administration pénitentiaire. Il est donc pressé d'être payé au niveau de ses loyers. Et il se dépêche. Et la deuxième chose, contrairement à ce qui est dit, ça permet à l'administration pénitentiaire de se recentrer sur son cœur de métier, c'est-à-dire s'occuper des détenus, et rien que des détenus. Tout ce qui est matériel, c'est une entreprise privée. Et tout ce qui est le cœur de métier, c'est-à-dire s'occuper de la détention et des détenus en tant que tel, c'est les surveillants pénitentiaires. C'est donc positif à tous égards, et que toute autre critique ne peut être qu'idéologique, c'est-à-dire franchement à mes yeux, bête. C'est quoi la privatisation? Même quand on appelle ça PPP, partenariat public-privé, c'est quoi? C'est dire, vous, grosse boîte, parce qu'il y a que des grosses boîtes qui peuvent faire ça, vous allez me construire, me gérer une prison, et vous allez rémunérer votre capital en fonction de ce que je vais vous donner par détenu, fera aussi que vous rémunériez votre capital. Je n'ai jamais connu une entreprise capitalistique ne pas rémunérer son capital. Ce ne sont pas des SCOP qui ont répondu à l'appel d'offres. Donc ça veut dire que sur chaque acte de gardiennage, de santé, d'alimentation, etc., à l'intérieur d'une prison, il faut rémunérer le capital. C'est une erreur. Le privé, ce qui l'intéresse, lui, notamment dans le cadre de l'hôtellerie, notamment dans le cadre de la vente des produits en cantine, c'est d'avoir beaucoup plus de personnes détenues pour pouvoir justement être rentable. On le voit bien d'ailleurs sur la mise en place du téléphone aujourd'hui dans les prisons. La société privée qui a installé le téléphone s'aperçoit qu'il y a moins de communication que ce qui était prévu dans le contrat. Donc elle s'inquiète. Voilà une interrogation qu'on doit se poser. Ces détenus américains sont rentables. La prison aux États-Unis, un nouveau filon pour les entreprises privées. Au Texas et en Floride, déjà, des centres de détention sont gérés par des sociétés privées. Je n'ai aucun problème moral avec cette notion de privatisation. Elle s'étend déjà à beaucoup de secteurs de l'État et du gouvernement. Je ne vois pas pourquoi les prisons ne seraient pas concernées. Dans cette prison, pas de bibliothèque, pas de cours d'anglais, pas de psychothérapie. Les programmes de réinsertion sont sacrifiés à la loi du profit. Aux États-Unis, cette industrie carcérale a prospéré sur le principe « plus de détenus rapportent plus d'argent ». En 2008, certaines entreprises privées ont réalisé plus de 300 millions de dollars de bénéfices. Aujourd'hui, le système atteint ses limites. L'État ne peut plus payer les coûts de gestion de 2 millions de prisonniers. Résultat, la Californie, par exemple, libère d'un coup 40 000 détenus. Imaginez qu'on réussisse à avoir moins de violence, moins de délinquance, ce qui est superbe. C'est quand même notre objectif partagé. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur... il faudra quand même payer pour les détenus qui ne seront pas là. Hein, si un jour nos prisons ne sont pas remplies. Donc on rénove, on construit des nouveaux établissements, mais on sait très bien que la dégradation, avec une politique pénale qui aboutit au surpeuplement, va aboutir à fondamentalement dégrader ces établissements, au point de se demander si au bout des 30 ans où on aura payé la location-vente dispositif, il va savoir le coup d'acheter la ruine que nous proposera le privé ou de, une bonne fois pour toutes, raser ces bâtiments-là. En 2008, la Cour des comptes disait « Concernant les partenariats publics-privés, l'État fait preuve de myopie budgétaire. Car personne aujourd'hui n'est en mesure de calculer le coût à long terme de ces investissements, ni même de prédire s'ils permettront d'améliorer un jour l'univers carcéral. » Si cette année, l'État met 2 500 millions d'euros dans les prisons françaises, c'est bien parce qu'il a la volonté d'améliorer la situation des prisons. Si nous remplaçons au sein de l'administration pénitentiaire tous les départs à la retraite et que nous créons cette année plus de 1200 postes supplémentaires, alors que nous réduisons
le budget de la plupart des autres administrations, alors que nous réduisons le nombre de fonctionnaires, eh bien c'est bien parce que le gouvernement, le président de la République, considère que les prisons, c'est une priorité. Est-ce qu'on veut une prison où les gens sont dans une cellule individuelle propre, avec des activités, des droits garantis en termes de parloir, d'accès aux soins? Est-ce que c'est ça le nirvana de la réforme carcérale? Alors, bien évidemment, il faut en passer par là, parce que la situation actuelle de bon nombre de gens est insupportable. Mais est-ce que c'est simplement ça que demandaient les États généraux? Est-ce que c'est simplement ça que demandaient d'une même voix les détenus comme les surveillants? Eux qui vivent le quotidien des uns et des autres dedans. Non, la logique d'incarcération est une logique qui est contraire à les valeurs qui font une société démocratique. On est à rebours de tout ce qui fait le progrès de l'humanité ou le fonctionnement démocratique dès lors qu'on bascule dans le registre de l'univers carcéral.